On va passer sans transition à Sylvain Amic, qui est conservateur en chef et directeur de la Réunion des musées métropolitains de Rouen. Voilà. Mais du coup, l'intervention que vous avez réalisée tout à l'heure se passe de questions complémentaires. C'était très bien. Voilà. Bien. Merci à tous de m'avoir invité et d'être si nombreux ce soir. Si j'ai bien compris, je suis un peu le maillon territorial de la soirée. Et donc, comme je suis à Rouen et que c'est fort loin, j'en profite pour vous montrer quelques images pour que vous ayez quelques connaissances de ce que nous faisons. Néanmoins, si c'est fort loin, c'est jamais qu'à 1h40 en Ouibus et pour 5 € depuis la Défense. Alors, j'ai bien aimé l'intervention de Caroline parce qu'il y avait plein d'aspects intéressants. D'abord, vous avez lu le rapport Musée 21, j'y ai participé, donc je suis ravi. Deuxièmement, vous mentionnez l'idée d'une formation de curatorial leadership. C'est quelque chose que nous avons soufflé à Philippe Barba et Philippe Duret. Donc nous sommes plutôt contents que ça ait été repris. Effectivement, je suis persuadé que il y a une multiplicité de métiers dans la fonction de conservateur et que, en tout cas pour ma part, entre la fonction de conservateur, puis de conservateur en chef, puis de directeur d'établissement, puis de directeur de réunion de musée, évidemment, chaque fois j'ai changé de métier et même si la place de la recherche a diminué, néanmoins je sais ce que c'est que la recherche, donc je peux garantir aux conservateurs qui travaillent à Rouen l'exercice de la recherche. Vous avez mentionné le rapport Musée 21. Il y a eu en même temps une exposition à Genève sur les musées du XXIe siècle. Je ne sais pas si certains l'ont vu. Ce qui était extrêmement frappant, c'est que cette exposition montrait 10 musées, je crois, 10 projets de musées ou 10 projets en cours de réalisation. Et c'était 10 projets de sculptures musées, de musées stars, de musées signatures, comme on peut dire, qui reprennent cette idée qui est extrêmement répandue dans le monde, que l'architecture, que le bâtiment est l'essentiel de l'offre du musée. Quand on discute avec nos collègues américains, et j'en profite pour saluer Emily Wotensbrook, qui est directrice déléguée de Frame, qui est ce réseau de musées franco-américains, on voit que nos collègues américains les directeurs de musées, passent l'essentiel de leur temps à trouver des millions et des millions de dollars pour construire leur extension, leur grande extension, leur grand bâtiment signature, qui mobilisent l'essentiel de leurs énergies pour des sommes colossales de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, du coup, on voit bien que nous ne faisons pas le même métier. Et ensuite, l'intervention d'Alain Lombard était évidemment très intéressante sur la question des expositions événements, un terme qui a été forgé dans les 20 dernières années, et la capacité des musées nationaux confrontés à l'émergence des fondations privées à continuer à organiser ces expositions événements renvoie à la capacité évidemment des musées régionaux à organiser des expositions confrontées aux expositions des musées nationaux, et etc. par cascade. J'ai envie de dire, évidemment, si un musée ne peut pas suivre une fondation privée qui organise une exposition avec des chefs-d'œuvre de musée russe à hauteur de 13 millions d'euros pour un budget qui d'ailleurs est parfaitement encore hypothétique et inconnu, mais que si on ne peut pas suivre, néanmoins, je vois pas trop pourquoi on critiquerait ces fondations, parce qu'elles ne font que reprendre un modèle que nous avons mis en place, que nous avons élaboré pendant 20 ans. On a intoxiqué le public à la question de l'exposition pendant 20 ans. Maintenant, on n'est plus capable de suivre les doses des drogues dures. C'est dommage, mais c'est un petit peu nous qui avons aussi la branche sur laquelle on était assis. Alors, quand on a dit tout cela, on fait pas le même métier quand on est dans un musée national, quand on est dans un musée international, quand on est dans un musée régional, c'est évident. Quand on est dans les territoires en France, on se pose pas tout à fait les mêmes questions. C'est plutôt une question de survie, en fait, qui se pose pour la plupart. Alors, bien sûr, je suis peut-être un petit peu alarmiste, comme l'a dit Juliette Harold-Duval, mais c'est la question de survie qui se pose dans les territoires. Si l'on fait un retour en arrière sur l'économie de la culture telle qu'on l'a pensée les 20 dernières années, ça n'est que expansion, attractivité, émergence vraiment
au plus haut niveau. Et la conséquence de cette idée de développement culturel, c'est quand même que le modèle finit par être le modèle du blockbuster unique, comme au cinéma, sauf qu'au cinéma, il y a un CNC qui perçoit des contributions sur les tickets quand vous allez voir Valérian et qui redistribue au cinéma d'art et d'essai, ce qui n'existe pas pour les musées. Donc c'est dommage. Mais en tout cas, on voit bien que ce modèle a des limites. Et je dirais même que le modèle c'est évidemment une contradiction, puisque à la fois le modèle du bâtiment signature continue à s'affirmer, mais on voit aussi qu'en France, en tout cas, le modèle du bâtiment signature de la succursale Lens, Metz, Confluence, ou les nouveaux bâtiments, voire le MUSEM, s'ils font peut-être émerger des territoires, n'ont pas un effet d'entraînement évident sur les musées qui sont là. Donc sur les musées qui étaient là avant, sur les musées qui continuent à être là, sur les musées qui continuent à essayer d'exister. Donc du coup, en région, on se pose la question de la survie. Et évidemment, il y a des grands musées. Vous avez parlé souvent de grands musées. Le Grand Musée de Rouen, c'est vrai que c'est une des plus belles collections de France. C'est un musée de 6 000 m², 60 salles, 3000 tableaux, etc. Effectivement, c'est posé la question de ce que l'on devenait. Le musée des Beaux-Arts de Rouen, il a été rénové il y a 20 ans. C'était un des premiers musées rénovés dans la vague des grandes innovations régionales. Après 20 ans, évidemment, on arrive à une fin de cycle, il faut essayer de se renouveler à un moment où les collectivités voient leur budget baisser, et pour un responsable de musée, on lui demande de baisser son budget de 7%, 4%, 11%, 25% chaque année. Et donc évidemment cette fermeture du robinet amène à se reposer des questions beaucoup plus fondamentales. Et du coup, qu'est-ce que l'on sauve? Qu'est-ce qu'on sauve quand on est en région? Qu'est-ce qu'on sauve? Le Grand Musée central, qui a, c'est vrai, les moyens parce qu'il a des collections qui permettent une visibilité et des échanges, comme vous l'avez rappelé, ce qui pose d'ailleurs des questions. Pourquoi faudrait-il faire des échanges pour avoir des prêts d'œuvres d'art? Parce qu'il a une certaine assise, il est capable de créer des conditions d'une grande exposition qui attire les faveurs des médias et qui donc attire le public et qui donc peut continuer à essayer de poursuivre, de faire survivre ce modèle, y compris dans les régions, de l'exposition événement, de l'attractivité à tout prix. Si on fait cela, ça veut dire qu'on condamne les 95% des musées régionaux. Et j'aimerais bien citer Gilles Boeuf, l'ancien directeur du musée d'histoire naturelle, dans un cours au Collège de France, il parlait de la biodiversité, et il disait... Qu'est-ce qu'on sauve? Est-ce qu'on sauve les tigres et les chimpanzés, ou est-ce qu'on sauve tout? Lui dit il faut tout sauver. Il faut sauver les puces, les tiques et les moustiques. Alors sans comparer les petits musées aux puces et aux tiques et aux moustiques, néanmoins, je suis persuadé qu'il faut tout sauver. On n'arrête pas de parler de la pratique muséale, de la pratique pour le public des musées. Elle ne peut pas être cantonnée à la fréquentation des grandes expositions dans les grands établissements, dans les grandes fondations privées. Il y a un maillage territorial extrêmement fort en France avec des musées de proximité. J'aimerais bien que les voyages scolaires ne se fassent pas toujours au Louvre, mais peut-être dans le musée d'à côté, et pas forcément d'ailleurs au musée de Rouen. Il y a des musées encore plus près, il y a des musées à Elbeuf, il y a des musées à Vernon, il y a des musées à Louviers, il y a des musées. Il faudrait déjà que ces musées soient investis des mêmes préoccupations. Alors du coup, ce que nous avons essayé de construire, ce que nous essayons de construire à Rouen, c'est peut-être un modèle légèrement différent, c'est-à-dire au lieu de construire un nouveau bâtiment tout neuf qui va se poser comme un ovni et qui va assécher les financements locaux pour ce qui existe, et c'est un risque qui était très, très avéré puisqu'il y avait un projet de musée des grands formats. Vous voyez, ça pouvait être aussi extrêmement ambitieux et pas forcément inintéressant d'ailleurs, mais avant de construire un musée des grands formats, ça serait bien de mettre en ordre le patrimoine qui est sur le territoire, et donc la métropole de Rouen a décidé de prendre la compétence muséale sur l'ensemble de son territoire et de rassembler les 8 musées qui étaient sur son territoire, ce qui fait que vous avez une réunion, vous avez le Petit Pousset, le musée Pierre Corneille, 5000 visiteurs par an, 5000 visiteurs par an, 3 agents à temps plein. Voilà, pas facile. Et puis le musée des Beaux-Arts de Rouen avec ses 160, 200 000 visiteurs par an et évidemment beaucoup plus d'agents. En tout, une réunion de 8 musées, c'est 150 agents de différentes catégories. C'est un budget de 13 millions d'euros en fonctionnement. Mais c'est surtout la faculté d'adosser des musées qui avaient très peu de chances de survie à court terme à une structure dans laquelle des services transversaux permettent de reprendre en charge des fonctions qui sont évidemment devenues vitales
pour les musées. On a parlé marketing. Je me souviens que lors du jury de recrutement au musée des Beaux-Arts de Rouen, j'ai prononcé le mot marketing, ça a fait sursauter le représentant de l'État. Mais les choses changent, c'est très bien. Mais toutes ces fonctions que nous voyons comme extrêmement nécessaires au musée aujourd'hui, elles ne font que s'accumuler. Je prends juste un exemple. On a créé par la loi des musées, des services des publics. Après avoir créé les services des publics, on a commencé à dire des publics et pas du public. Donc du coup, de commencer à faire des dichotomies extrêmement fines entre l'ensemble des publics éloignés, les publics empêchés, les publics jeunes publics, publics âgés, etc. Bon. Donc, au bout d'un moment, vous vous dites, mais alors comment est-ce que je fais en tant que responsable du musée? Moi, je dois aligner autant de spécialistes de ces publics dans ce conseil. C'est impossible, évidemment. Et évidemment, les autres injonctions que vont être le récollement, que vont être la recherche, que vont être le marketing, que vont être le développement du mécénat, le développement de nouvelles technologies, supposent que les musées ont une capacité de recrutement infinie. Donc, même pour les grands musées nationaux, ça me semble difficile. Il y a des choix évidemment majeurs qui se posent. Et donc, on ne peut pas imaginer que le musée est un organisme qui fabrique, qui produit l'ensemble de ce qu'il offre seul. C'est mathématiquement impossible. Ou alors, on fait des choix sur ce que l'on veut dans une politique muséale. Il y a 20 ans, je pense que moi, quand j'ai commencé ma carrière, je pouvais penser que les collègues qui pleuraient sur leur sort étaient peut-être simplement, devaient un peu se prendre en main et se mettre dans cette dynamique générale de grande expansion et de faire des projets de haut niveau, etc. Je me rends compte aujourd'hui que ce sont des solutions individuelles, évidemment. Ce ne sont pas des solutions généralisables. Donc c'est pas quelque chose qui sauvera l'ensemble des musées nationaux. Donc du coup, je crois beaucoup à l'échelon territorial, à l'échelon des métropoles, qui est un nouvel échelon. Évidemment, il faut qu'il y ait au sein d'un regroupement de musées des établissements qui sont structurés pour supporter un certain nombre de fonctions transversales et pour animer toutes les fonctions des musées. Je pense que les musées de tête de pont, si on peut dire en région, ont une responsabilité particulière déjà sur leur territoire, mais bien au-delà des frontières administratives et politiques de leur tutelle. Juste un exemple, en Normandie, il y a ce festival Normandie impressionniste qui a été un vrai levier d'attractivité, mais aussi de collaboration entre musées petits et grands, y compris on peut dire que la première édition c'était le musée de Rouen, la deuxième c'était le musée de Rouen, du Havre, de Caen et d'autres, et de Giverny bien sûr, et puis la troisième édition, eh bien c'était tous les musées, y compris des musées de beaucoup plus petite échelle. Donc on voit bien qu'il y a des capacités de structuration de l'activité qui peuvent s'appuyer sur des partenariats locaux, mais qui s'appuient aussi sur des institutions qui sont capables de porter transversalement une ambition pour un territoire. On a beaucoup parlé d'exposition. Il y a quelques jours, nous avions à Rouen un grand débat, l'argument de Rouen, où de très grands patrons de musées sont venus, et l'introduction était faite par Nicolas Speni, qui était l'ancien directeur de la National Gallery de Londres, qui a mis en forme le dernier livre de Francis Haskell, Le musée éphémère. Et moi, c'est un peu le livre qui hante ma carrière de conservateur, parce qu'au moment où je commençais, il a été publié, et il disait, au-dessus de ma tête, dans des Boeing, circulent Goya, Titien, Goya et Titien, pendant que les comptables regrettent qu'on n'ait pas choisi Van Gogh, et que les conservateurs organisent le mouvement des œuvres vers les réserves pour faire de la place. Donc effectivement, cette fonction du musée, misant tout sur l'attractivité des expositions pour survivre, il voyait déjà l'aporie de ce modèle-là, et je pense qu'on y est aujourd'hui. Mais ce qui nous préoccupe, ce qui me préoccupe moi, c'est quelle est l'utilité des musées. Si nous sommes des lieux d'exposition, alors fermons les musées, organisons une banque d'échange et faisons des Kunsthalle partout, et au moins on aura toujours des propositions neuves. Donc évidemment, c'est pas notre point de vue, en tout cas à Rouen. Notre point de vue, c'est que ces collections qui ont été si précieusement amassées et préservées au prix d'efforts considérables de la collectivité, parce que préserver une collection, ça coûte très cher, eh bien, elles doivent avoir un sens pour la population qui habite ce territoire. Elle doit lui permettre de construire quelque chose, construire une citoyenneté, construire une identité, de trouver à sa
à proximité, à sa porte, des propositions de grande qualité. Donc, il me semble que nous devons réinjecter les publics dans les collections, trouver tous les subterfuges possibles pour le faire. Il y a plusieurs musées qui s'y attachent. Nous avons, lancé quelque chose qui s'appelle le Temps des collections. On vient de l'inaugurer avec justement des nouvelles propositions qui sont toujours immergées dans les collections et qui sont ouvertes sur des propositions construites avec d'autres acteurs. Alors, tout à l'heure, vous disiez, Juliette, bon voilà, je vois qu'à Rouen, les visiteurs peuvent être commissaires d'exposition. Est-ce bien normal? C'est, je crois, une démarche beaucoup plus large, c'est-à-dire que si nous savons ce que nous sommes, c'est-à-dire un lieu où nous dispensons une information sur les collections extrêmement qualifiées, nous savons aussi ce que nous ne sommes pas. Nous avons un regard qui est celui de l'historien de l'art, celui de notre discipline, historien de l'art, archéologue, voilà, ou ethnologue, etc. Mais il y a une polysémie des sens et des lectures d'une collection et d'une œuvre qui ne doit pas être tarie, et qui doit être au contraire restitué au public de façon à avoir toutes les portes d'entrée possibles. Donc à partir de ce moment-là, nous savons ce que nous ne savons pas faire. Nous savons que nous n'avons pas tous les savoirs, nous savons que nous n'avons pas la capacité de développer toutes les nouvelles fonctionnalités du musée qu'on a listées tout à l'heure. Donc à partir de là, le musée, enfin en tout cas nous nous positionnons comme un lieu de référence où nous mettons en ordre un patrimoine, dont vous l'avez vu passer sur les diapositives. On crée un quartier des musées, attractivité, bon voilà, garantie, en piétonnisant les abords, etc. On a rendu l'accès aux collections gratuit depuis janvier 2016. Au passage, une décision politique, mais une décision qui se fonde sur quelque chose d'objectif. La recette des 8 musées en billetterie collection, c'est 260 000 €. Comme le disait le président de la métropole, je donnerai un petit peu mon basket, ou je ferai une rue de moins, c'est pas très grave. Mais en tout cas, l'usage des collections peut changer avec cette ouverture-là. Et puis, nous créons un centre de conservation, un plan d'investissement de 30 millions d'euros a été voté par la collectivité, centre de conservation, rénovation des conditions d'accessibilité et de confort dans les musées, et fusion de 2 musées qui étaient dans un site qui historiquement à Rouen est le site du savoir, où il y avait les universités, le musée des sciences, le musée d'histoire naturelle, le musée d'archéologie, pour en faire un musée du XXIe siècle, un musée tourné sur l'idée de préserver le patrimoine naturel, préserver le patrimoine archéologique, culturel, etc. Donc on met bien en ordre un patrimoine pour qu'il ait un usage, une fonction, une utilité, mais nous savons ce que nous ne savons pas faire, et du coup nous collaborons avec des start-up, nous collaborons avec des associations, nous collaborons avec des associations professionnelles, avec des grands musées nationaux avec qui nous signons des accords de collaboration, un accord avec le Louvre, un accord avec Orsay et Centre Pompidou, ces 2 derniers ont été signés la semaine dernière. Nous travaillons avec un accord avec l'INHA, on a travaillé avec ça, Philippe Barba, Éric de Chasset, et avec un autre avec l'INP, avec cette idée que les établissements nationaux ont désormais des établissements nationaux ne sont plus uniquement des établissements parisiens et ont une véritable politique territoriale. On le voit bien avec ce que Orsay a mis en place dans les musées affiliés en région. Donc, il y a dans ces musées des ressources à tous les niveaux, au niveau de la recherche, au niveau des collections bien sûr, mais aussi au niveau de la médiation, au niveau de l'innovation. Il ne s'agit pas de tout réinventer, mais il s'agit bien d'offrir un pillage généralisé des idées et une invitation à d'autres structures de collaborer avec nous. Et cette invitation, elle va également vers d'autres territoires et aussi vers le grand public. Je pense que si le grand public, on parle souvent d'inaliénabilité comme une grande qualité de nos collections, et c'est vrai, c'est ça qui fait la profondeur de nos collections, cette profondeur historique et cette profondeur aussi, cette mine finalement où on fait réémerger beaucoup de choses que le goût à un moment monté au pinacle et ensuite à oublier. C'est aussi ce qui nous distingue des fondations qui ont des collections beaucoup plus récentes et avec une beaucoup plus courte profondeur historique. Mais en même temps, quand vous parlez à des directeurs généraux des services, ils vous disent mais enfin voilà, tout ce qu'il y a dans vos caves, on ferait bien si on mettait tout ça sur le marché, on serait débarrassé de beaucoup de choses. À quoi nous répondons ça vaudrait pas grand-chose, puisque si c'est dans les caves, c'est que précisément ça n'est plus à l'ordre du jour ou dans le goût du jour et vous n'en retiriez pas beaucoup d'argent. Mais surtout, c'est plutôt l'idée que ces collections
doivent avoir un usage pour le grand public, et si on organise la remontée à la lumière de ces collections par tous les moyens, et y compris en invitant le public à choisir dans les réserves des œuvres qui ne sont pas montrées, si on est capable de se départir d'une portion de notre pouvoir régalien, de choisir en quelque sorte ce qui doit être montré, eh bien on organise une fluidité, et on positionne le musée au confluent de tout un tas de politiques territoriales, culturelles, d'animation, qui nous, je pense, garantissent que le musée est vraiment le lieu incontournable. Et c'est le défi de Rouen, notre défi à nous, c'est d'essayer de fonder la rénovation, un changement de territoire sur les musées. Je rappelle qu'il y a des villes qui ont choisi d'autres solutions. Vous avez parlé d'un article du Monde récent, il y en avait un autre un peu plus ancien d'un autre auteur qui prenait l'exemple de Bordeaux. Bordeaux a misé sur la Cité du Vin et ni sur l'opéra et ni sur les musées. Donc c'est un choix qui fonctionne en plus. Donc la responsabilité qui est la nôtre, elle est très grande. C'est-à-dire que le choix qui est fait à Rouen de miser sur les musées, il doit être efficace et effectif. J'espère aussi que nous serons l'élément décisif d'une candidature de Rouen capitale européenne de la culture qui a été annoncée au Musée des Beaux-Arts vendredi dernier. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Merci Sylvain Amic de cette riche intervention. Oui, vous parliez juste d'autres exemples qui peuvent exister. Quand on s'était eu au téléphone pour préparer, je vous parlais de Nancy Musée qui essaie de se mettre en place, qui se met en place plutôt depuis maintenant 1 an et demi, et qui part aussi sur le principe de valorisation. Donc c'est une volonté aussi de la municipalité de travailler autour de tout ça.